En Algérie, le Conseil constitutionnel s'est réuni ce mercredi pour constater, conformément à la Constitution, la vacance de la présidence de la République. Ce, après la démission la veille du président Bouteflika. Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto a refusé de prendre part ce mardi à une audience à huis clos sur sa demande de libération. Il avait été arrêté fin janvier et écroué depuis. En Afrique du Sud, les problèmes de xénophobie sont toujours présents et têtus. Pour Daniel Dounia de l'association Africa Solidarity Network, c'est le président Cyril Ramaphosa qui est à la source du problème. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le Conseil constitutionnel s'est réuni à Alger pour constater, conformément à la Constitution, la vacance de la présidence de la République. Ce, après la démission la veille du président algérien Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'agence de presse officielle APS. Les détails. Le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, c'est-à-dire de sa propre initiative. Il constate alors, à la majorité de ses membres, la vacance définitive de la présidence. Il communique immédiatement l'acte de vacance définitive au Parlement, dont les deux chambres, l'Assemblée populaire nationale, chambre basse, et le Conseil de la nation, se réunissent de plein droit. La Constitution ne précise pas si un vote doit avoir lieu. Et c'est le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, qui est chargé par la Constitution d'assumer l'intérim pendant 3 mois. Cible depuis le 22 février d'une contestation inédite, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, dont 20 ans à la tête de l'Algérie, a remis mardi soir sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, en présence de Ben Salah. Les manifestants qui réclament en masse depuis plus d'1 mois le départ de Bouteflika, mais aussi celui de son entourage et du système au pouvoir, ont déjà fait savoir ces dernières semaines leur rejet par avance du processus d'intérim constitutionnel qui maintient en place les hommes clés du système. Tu dégages avec tout le pouvoir, Ben Salah. On est tous unis ici pour te dire, toi et ta clique de dégagez tous. Donc, alhamdoulilah, donc il est parti. C'est bien, c'est un acquis. C'est comme un prévisionnel de chantier. C'est quoi les points à débattre et à revendiquer? C'est le départ du président. Après le départ du président, on a d'autres revendications. C'est de mettre en place un gouvernement qui sera là pour le peuple, qui sera là pour l'intérêt du peuple et du pays et de la nation. Autant Benaïz que Ben Salah sont des purs produits du pouvoir et des fidèles de longue date du président démissionnaire. Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto a refusé de prendre part ce mardi à une audience à huis clos sur sa demande de libération. Il avait été, rappelons-le, arrêté fin janvier et écroué depuis à Yaoundé. Alors qu'ils étaient devant le tribunal pour demander sa libération sous caution, Maurice Kamto, le chef de l'opposition camerounaise, qui fait face à plusieurs accusations, dont l'hostilité contre la patrie, insurrection et offense contre le président de la République, a refusé de prendre part ce mardi à une audience à huis clos. Nous avons signifié au juge que nous n'acceptions pas d'audience à huis clos parce que la loi ne le prévoyait pas, a déclaré son avocat, qui précise que le juge a néanmoins décidé de maintenir la séance dans son bureau. Selon Maître Sim, l'avocat général a pris ses réquisitions en l'absence de Maurice Kamto et de ses avocats, suggérant la confirmation du rejet en instance de la demande de libération immédiate introduite par l'opposant. Pour sa part, le juge a fixé au 9 avril prochain la date à laquelle il rendra son verdict. Principal opposant au chef de l'État Paul Biya après la présidentielle d'octobre 2018, à laquelle il est arrivé deuxième, Maurice Kamto a été arrêté ainsi qu'environ 150 personnes à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du Cameroun le 26 janvier dernier. Son parti, le Mouvement de la Renaissance camerounaise, prévoit d'organiser des manifestations publiques le 13 avril prochain pour demander la libération de son leader.
En Guinée équatoriale, le procès des instigateurs présumés du coup d'État que Malabo affirme avoir déjoué en décembre 2017 est suspendu depuis lundi dernier, ce 10 jours après son ouverture à Bata, la capitale économique. Depuis le 22 mars dernier, plus de 150 personnes accusées d'être impliquées dans une tentative de coup d'État contre le président Teodoro Obiang Nguema comparaissent devant le tribunal de Bata. Ils sont poursuivis pour trahison et atteinte à la personne du chef de l'État, des motifs passibles de la peine capitale. Sur les 150 personnes jugées lors de ce procès, seulement 79 sont présentes dans le boss des accusés. Parmi eux, on compte 24 étrangers de nationalité tchadienne et centrafricaine. Mais depuis ce lundi, leur procès est suspendu. Selon l'un des 16 avocats de la défense, les raisons de cette suspension sont encore inconnues pour l'heure. Selon Malabo, un groupe de mercenaires étrangers avait voulu le 24 décembre 2017 attaquer le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema qui se trouvait dans son palais de Koété-Mongomo, situé à une cinquantaine de kilomètres du carrefour des 3 frontières entre le Gabon, la Guinée et le Cameroun. Le 27 décembre dernier, la police camerounaise a arrêté à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale une trentaine d'hommes armés. Les autorités équato-guinéennes avaient par la suite procédé à de nombreuses interpellations dans le pays. La plupart des équato-guinéens ont été entendus lors de la première semaine du procès, qui a attiré un public important. Les étrangers, eux, n'ont pas encore été interrogés par le ministère public ni l'avocat de la défense. En République démocratique du Congo, l'injonction de ne plus diffuser des reportages de l'ancien président Joseph Kabila Kabange préoccupe une ONG. Plus de précisions à travers cet élément. L'Association congolaise pour l'accès à la justice s'est déclarée ce lundi profondément préoccupée par des informations faisant état de la convocation par l'Agence nationale des renseignements de Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, proche de l'ancien président Joseph Kabila, ainsi que du directeur général de la RTNC, la télévision d'État. Leur convocation de se présenter devant un responsable de la sécurité intérieure à l'Agence nationale des renseignements avait pour objet de leur interdire de ne plus passer sur leur chaîne des reportages ou émissions mettant en exergue l'ancien président Joseph Kabila. Au lendemain de leur convocation, l'ANR a ordonné la coupure du signal de Télé 50, une télévision dont l'un des principaux actionnaires est Moïse Ekanga, un proche de l'ancien président Joseph Kabila. Depuis le week-end donc, Télé 50 n'est capté que par décodeur. Sous couvert d'anonymat, un responsable du ministère congolais des médias avait écarté ce samedi toute idée de règlement de compte politique dans cette coupure du signal. Il y a une décision de l'Organisation internationale de la télécommunication qui oblige tous les États à basculer sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Nous appliquons graduellement cette décision. Donc, il n'y a rien de politique dans la décision de couper le signal de Télé 50. On applique la loi, c'est tout, avait-il expliqué. Au début de la semaine, une note du ministère des Médias datée du 26 mars 2019 a réclamé à l'entreprise audiovisuelle Télé 50 une somme de 50 750 $ pour le trésor public comme taxes et redevances non payées. Les Sud-Soudanais retiennent leur souffle alors que le pays joue le tout pour le tout afin que soit trouvé un accord de paix entre le président Salva Kiir et le leader rebelle et ancien vice-président Riek Machar. La rivalité entre les deux hommes a déclenché en 2013 une guerre civile qui a fait déjà 400 000 morts et près de 4 millions de déplacés. Notons que les leaders du Soudan du Sud doivent se rendre au Saint-Siège du Vatican la semaine prochaine. Reportage. De retour dans leur pays après 5 années d'exil au Soudan voisin. En 2014, Choldeng, son mari et leurs 5 enfants ont fui Malakal et les exactions avec le sentiment d'avoir échappé au pire. Beaucoup de personnes sont mortes. Les gens pouvaient marcher sur les corps à Malakal. Ils ont trouvé refuge ici, à Oudière, au nord-est du pays, à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. D'autres sont revenus après avoir fui la capitale, Juba. À l'époque, ils tuaient tout le monde à Juba. À 3 h du matin, des personnes que nous ne connaissions pas nous ont tiré dessus. Ils ont brûlé nos maisons et tué nos enfants.
C'est la première fois depuis 2015 qu'un accord de paix tient au Soudan du Sud. C'est la troisième tentative de réconciliation entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Leur rivalité a déclenché en 2013 une guerre civile qui a fait 400 000 morts et près de 4 millions de déplacés. Ceux qui ont trouvé un abri dans ce camp à Juba restent prudents malgré l'accalmie. Quand la paix sera là, on rentrera tous chez nous. Et pour cela, il ne faut plus aucune tuerie ou maltraitance. Nous devons pouvoir rentrer chez nous dans la paix. Et c'est tout. Un gouvernement d'union nationale doit être formé d'ici le mois de mai. Malgré quelques avancées, avec notamment la libération de proches de Riek Machar, les discussions entre les deux camps ont pris beaucoup de retard. Nous aurions dû avancer plus. Nous commençons à nous inquiéter du fait que l'élan commence à ralentir. Et si l'élan ralentit, la frustration s'installe et cela peut conduire à de la colère. Tout le monde s'attend à un retour de Riek Machar à Juba en mai. Lors du dernier accord de paix en 2015, c'est son retour qui a déclenché les violences. En Afrique du Sud, les problèmes liés à la race sont toujours présents et têtus. Pour Daniel Dounia de l'association Africa Solidarity Network, qui représente les ressortissants étrangers en Afrique du Sud, c'est le président Cyril Ramaphosa qui est à la source du problème de xénophobie dans le pays. Selon lui, le discours du leader sud-africain est l'une des causes de la vague de violences xénophobes qui a secoué Durban en mars. Suivons un extrait de ses propos. Le président Cyril Ramaphosa est responsable. C'est lui qui a poussé les gens à attaquer les migrants et les étrangers. Quand il a lancé son programme en janvier, il a dit qu'il allait cibler les étrangers travaillant illégalement dans les townships. Et c'est ça la source du problème. Cette déclaration était problématique. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des tensions. En ce moment, on voit les partis politiques qui font campagne disant qu'ils vont mettre les étrangers dehors et que les étrangers sont la source des problèmes, que c'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de travail ou pas de services publics. Et on s'attend à ce que la xénophobie se répande partout avant les élections, à moins que soit mis en place un programme pour la ralentir et l'arrêter. Il y a une différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils ne veulent pas être perçus comme racistes et xénophobes, mais ils parlent, ils sont xénophobes, parce que le département de l'immigration fait de la discrimination contre les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Ils sont très mal traités. En soi, c'est de la xénophobie structurelle. Le discours du président était xénophobe. Et c'est sur ces propos que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée à chacun et à tous.